Bien, bonjour à toutes et tous. D'abord vous dire à quel point je suis très heureux d'être dans ce théâtre de la Montagne Magique ce soir. Comme l'a dit la directrice tout à l'heure, j'y suis venu à plusieurs reprises, il y a déjà bien des années. Et ce lieu m'a toujours beaucoup impressionné, beaucoup ému, tant le travail qui s'y fait, sous l'instigation de Roger Deldim qui a été évoqué tout à l'heure, est un travail extraordinaire autour de l'enfance, autour de l'imaginaire, autour de la culture. Alors je vous propose, dans le cadre de cette conférence inaugurale organisée par le FRAGE, de réfléchir avec vous ce soir sur qu'est-ce qu'un enfant. Alors la question peut vous apparaître un peu prétentieuse ou trop simpliste, mais on va voir qu'elle est un peu plus compliquée que ça. Pour réfléchir avec vous, je vais m'inspirer d'un personnage, d'un pédagogue célèbre qui m'a beaucoup appris. Et je pense que transmettre ce que nous avons appris est quelque chose d'important pour chacune et chacun d'entre nous. Alors moi, je vais m'inspirer d'un personnage qui s'appelle Janusz Korczak. Janusz Korczak est un pédagogue, il est polonais. C'est quelqu'un qui a vécu de 1878 à 1942. Je préciserai tout à l'heure cette date de 1942, qui est une date à la fois importante et tragique. Korczak était un médecin qui a été mobilisé pendant la guerre de 14-18, qui a vu là les ravages, la barbarie de la guerre, qui a vu des enfants massacrés, abandonnés, qui se retrouve à la fin de la guerre de 14-18 à Varsovie en Pologne et qui se retrouve avec des enfants des rues dont les parents, dont le père, la mère ont été massacrés par la guerre et qui décide d'ouvrir des orphelinats, d'ouvrir des écoles et qui va jusqu'en 1942 impulser une dynamique éducative formidable en Pologne, à la fois par ces institutions qu'il met en place, mais aussi par tout un travail génial qu'il fait autour du théâtre. À travers aussi la radio, il va faire ce qu'on appellera les causeries du vieux docteur, qui vont avoir un succès considérable. Il va lancer un journal par et pour les enfants qui va tirer à plus de 100 000 exemplaires. C'est assez colossal et qui paraîtra chaque semaine. Il va faire un nombre incalculable de choses et écrire plusieurs livres, des livres formidables et que je vous invite à lire. Des livres qui racontent comment il a rencontré l'enfance, comment il a appris à respecter l'enfance. Alors pourquoi Korczak est-il si important ? Pour plusieurs raisons. D'abord en raison de son travail pédagogique, bien sûr, mais aussi parce qu'il fut le premier à énoncer une déclaration des droits de l'enfant. Il fut le premier à exiger le droit de l'enfant au respect, mais aussi le droit de l'enfant à la culture, le droit de l'enfant à l'éducation et à l'imagination. Et puis Korczak est un personnage historique extraordinaire, c'est un juste parmi les justes. En 1942, avec 182 enfants juifs, il est réfugié dans le ghetto de Varsovie. Au mois d'août 1942, il apprend que les SS vont probablement venir dès le lendemain prendre ses enfants pour les amener vers les camps de la mort. On lui propose un passeport américain, il le refuse et le lendemain, il prendra la main du plus petit de ses enfants et il ira jusqu'au train qui les amènera ensemble à Treblinka où ils seront gazés le jour même. 1942, c'est la mort de Korczak, mais il nous laisse des livres fabuleux, Le droit de l'enfant au respect, bien sûr, Quand je deviendrai petit. Ça, c'est un livre tout à fait extraordinaire, Quand je deviendrai petit, qui nous permet de revisiter justement ce que c'est qu'être petit, ce que c'est que l'enfance. Korczak, l'auteur de formules célèbres, il y en a une que j'aime beaucoup qui dit « Les chagrins des petits ne sont pas des petits chagrins ». C'est ô combien vrai et nous allons le vérifier ensemble ce soir. Alors je vous propose une promenade, un chemin. Parcourons ensemble un chemin autour de quelques questions qui sont à la fois simples et compliquées. Qu'est-ce qu'un enfant ? On partira de là. Mais qu'est-ce que grandir ? C'est pas si évident. Qu'est-ce qu'être libre pour un enfant ? Qu'est-ce qu'une institution dans laquelle l'enfant va s'inscrire ? Qu'est-ce que l'éducation ? Et nous finirons par qu'est-ce qu'un éducateur, une éducatrice ? Première série de remarques, qu'est-ce qu'un enfant ?
Alors un enfant, d'abord, c'est un statut juridique. Officiellement, un enfant, c'est un être humain qui n'a pas 18 ans. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il ne se passe rien d'extraordinaire la nuit de nos 18 ans. Et on ne se réveille pas le lendemain matin en ayant reçu une sorte d'esprit citoyen qui ferait que la veille, on n'était pas capable de voter et que le lendemain, on le sera. C'est un peu comme les yaourts, la date de péremption, 5 minutes avant, 5 minutes après, ça ne change pas grand-chose. Et donc un enfant, c'est un statut juridique, mais ce n'est pas simplement cela. Un enfant, c'est en réalité un moment spécifique de l'existence, un moment essentiel de l'existence que nous allons essayer de cerner et de comprendre. Et pour le comprendre, Korczak est sans doute un de ceux qui nous a le plus instruits. Il nous dit « L'enfant est un être à la fois complet et inachevé. » Inachevé et complet. Alors, c'est deux termes qui pourraient paraître opposés l'un à l'autre et qui en réalité sont complètement complémentaires. Alors, l'enfant est un être inachevé d'abord, bien sûr. Vous le savez, le petit être humain naît prématuré. Il naît à 9 mois, s'il naissait à terme, il naîtrait à 27 mois. C'est long, 27 mois. Déjà, 9 mois, c'est long, donc 27 mois, vous imaginez ce que ça représenterait. Dans l'évolution, le corps humain a changé, nos ancêtres se sont redressés à un moment, le bassin s'est déformé, et le petit humain est né avant terme. Avant terme, bien avant terme, il est né alors que rien n'est stabilisé encore en lui. Quand je dis rien n'est stabilisé, on va comparer par exemple avec une abeille. Une abeille, quand elle naît, elle a son régime politique dans ses gènes. Nul n'a jamais vu une abeille démocrate, il n'y a pas de révolution chez les abeilles, on obéit à la reine, c'est convenu, c'est spécifique à l'espèce et ça ne changera pas jusqu'à la prochaine mutation génétique des abeilles. C'est pareil chez les fourmis, c'est pareil chez les petits chats. Un petit chat, quand il naît, il sait faire sa toilette. Un petit humain ne sait rien faire. Et il n'est pas d'exemple dans l'histoire des humains d'un petit humain qui soit né et qui ait pu survivre sans être éduqué. Sans être éduqué. Oui, il naît inachevé. Il a une possibilité extraordinaire de choses dans sa tête, mais il ne peut pas survivre tout seul. Il a besoin d'être accompagné. Il est inachevé, il faut donc à la fois le protéger, le nourrir, l'instruire. Il est inachevé, mais en même temps, et c'est ça qui est formidable, nous dit Korczak, c'est un être complet. Alors complet, pourquoi ? Parce que dès sa naissance, quoi qu'il soit fragile, là, eh bien, c'est un être qui ressent des choses, c'est un être qui nous dit des choses, c'est un être qui existe et qui nous résiste d'une certaine manière. Et cela renvoie à cette double exigence que Korczak a tout au long de sa vie travaillé, explicité. Il nous dit, en tant qu'être complet et inachevé, l'enfant doit être protégé en particulier contre ce que Korczak appelle l'homo rapax, c'est-à-dire celui qui va tenter soit de l'exploiter, soit de le maltraiter, protégé aussi contre lui-même, contre les tentations qu'il pourrait avoir de se détruire ou de s'abîmer, mais en tant qu'être complet, il doit être entendu. Et entendu dès sa naissance, nous dit Korczak, entendu. Attention, entendu ne veut pas dire approuvé. Entendu veut dire que nous avons à chaque instant à nous demander ce qu'il nous dit, ce qu'il veut nous dire, ce qu'il tente de nous dire, même s'il n'y parvient pas vraiment. L'enfant est un être complet qui doit être entendu et un être inachevé qui doit être protégé. Et cela, nous le trouvons bien dans la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été adoptée par la plupart des pays, à l'exception de 2 en 1989, qui nous dit que l'enfant doit disposer de 2 types de droits. Les droits qu'on appelle les droits créances ou les droits A, droit à être accueilli dans de bonnes conditions, droit à la santé, droit à l'école, droit à toute une série de choses qui lui sont dues, mais qu'il a aussi des droits de droits liberté qui sont l'objet des articles 12 à 15 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Les droits A, eh bien, c'est le droit à la dignité. Le droit à la dignité qui n'est pas garanti aujourd'hui pour tous les enfants qui naissent dans le monde. Vous le savez bien, j'ai mis quelques chiffres ici qui sont encore terribles. En 2024, 26 000 enfants sont morts chaque jour dans le monde de décès qui auraient pu être évités, y compris chez nous en Europe, bien sûr. Plus de 100 millions d'enfants dans le monde vivent dans la rue. Plus de 180 millions d'enfants n'ont accès à aucune forme de scolarisation. Et puis nous voyons ici ou là sur la planète encore des enfants soldats, des enfants esclaves, des enfants victimes de violences sexuelles aussi chaque année, des enfants maltraités, abîmés, instrumentalisés, nous y reviendrons. Et nous voyons bien à quel point les enfants ont besoin d'être protégés et à quel point cette protection est toujours d'actualité. Mais la Convention nous dit aussi, il n'a pas que des droits A, il a le droit de dire ce qu'il a envie, le droit d'être entendu sans être forcément approuvé sur toute affaire le concernant, le droit d'exprimer son opinion, le droit de proposer des projets, le droit surtout de vivre des situations éducatives. L'enfant, parce qu'il est à la fois inachevé et fragile, qu'il doit être protégé, parce qu'il est complet, il doit être entendu, parce qu'il est à la fois l'un et l'autre, il doit être éduqué, et ça, c'est notre travail. C'est notre travail et l'éducation, en particulier dans ces temps de petite enfance, là, ça va être de l'accompagner dans un travail que nous appelons, nous autres, de subjectivation. Alors, subjectivation, ça veut dire construction du sujet. Petit à petit, le jeu JE va émerger. Il va pouvoir dire jeu et se construire en tant que jeu. Et ce travail-là, vous allez voir, il commence très tôt, il commence dès qu'il vient au monde, ce travail de subjectivation. Comment commence-t-il ? Il commence parce que l'enfant va, dès sa naissance, devoir être accompagné dans ce que nous appelons l'attention conjointe. L'attention conjointe, c'est quand on regarde quelque chose avec lui, quand on lit quelque chose avec lui. C'est absolument fondamental parce que c'est à travers l'attention conjointe qu'il va se construire comme une conscience, l'attention conjointe. Il s'inscrit là dans un rituel. C'est pour ça qu'il est si important aujourd'hui de lire à des enfants, de parler à des enfants, de regarder ensemble des choses. L'attention, qui est si nécessaire pour se développer dans la vie, n'est pas une vertu individuelle, elle est une vertu qui se construit dans des collectifs. Nous sommes dans un des lieux privilégiés de construction de l'attention, un théâtre. Un théâtre, c'est fabuleux pour construire l'attention. Il y a un rituel, on entre dans une salle, on regarde un espace scénique, on est ensemble là à être attentif à la même chose et on se construit en se projetant vers quelque chose qui nous est donné. C'est fondamental pour l'enfant, ça va être dès sa naissance un élément essentiel de sa construction personnelle. Il faut aussi qu'il apprenne l'attention qu'on appelle linéaire, qu'il construise et que nous l'aidions à construire ce qu'on appelle des dispositifs attentionnels. Dispositifs attentionnels, c'est des lieux, des moments, des endroits où il va se projeter sur des objets et il va, avec son intentionnalité, apprendre à faire avec ces objets et à se consacrer à certaines tâches. Alors peut-être une petite parenthèse ici, il est important, essentiel aujourd'hui de construire des dispositifs attentionnels, c'est-à-dire de mettre l'enfant en situation d'activité très tôt. Pourquoi ? Parce qu'il va être très tôt, souvent beaucoup trop tôt malheureusement, tenté de regarder ces petits objets que nous avons dans notre poche, vous savez, des écrans. Et l'écran, c'est bien pour nous adultes dès lors que nous n'en abusons pas, mais pour l'enfant, c'est pas très bon. Pour l'enfant, c'est pas très bon parce que cet écran-là, il capte son esprit. Il inverse le rapport du sujet à l'objet. Quand vous lisez un livre, quand vous manipulez des cubes, quand vous construisez quelque chose en bois ou en carton, c'est vous qui impulsez le mouvement. Quand vous ouvrez un écran, dès lors que vous l'avez ouvert, c'est l'écran qui va prendre le contrôle de votre psychisme, de votre pensée.
Vous le savez bien, c'est très compliqué de résister à l'attraction de l'écran. Puis ces écrans, à travers les réseaux sociaux, à travers toute une série de plateformes, eh bien, ces écrans ont intérêt à nous capter, à nous sidérer. Pourquoi? Parce qu'ils nous vendent de la publicité. Hein? Les réseaux sociaux, les enfants de collège nous disent « c'est gratuit ». Oui, mais si c'est gratuit, c'est que c'est eux le produit. Hein? Tout ce qui est gratuit n'est pas gratuit. Hein? C'est gratuit, mais parce que, à travers leur usage, on siphonne leurs données, et à travers ces données, on va tenter de capter à la fois leur attention, de capter leur psychisme et de leur envoyer les publicités qui feront d'eux des consommateurs addicts à la consommation. Alors oui, dans une période où l'écran devient un outil particulièrement généralisé et systématique, il est important que l'enfant apprenne un rapport à l'objet dans lequel il s'exprime. Et c'est pour cela que dans les crèches, dans les lieux où on accueille les enfants, bien sûr, il faut regarder ensemble des choses, il faut lire ensemble des choses, c'est ce rituel d'attention conjointe, mais aussi il faut se donner des activités qui relient l'enfant au monde et qui le mettent en position de faire avec le monde. Faire avec. Beaucoup d'adultes aujourd'hui s'inquiètent de l'hégémonie des écrans. Tous les chercheurs, et là ils sont absolument unanimes, considèrent qu'il n'y a qu'un seul contrepoison à l'écran, c'est la main. C'est la main, c'est faire. C'est faire avec de la terre, faire avec du bois, faire avec du carton, c'est faire la cuisine, c'est jouer d'un instrument de musique, c'est faire des châteaux de sable, des châteaux de cubes, c'est faire. Tout ce qui va permettre au sujet de reprendre le pouvoir sur lui-même, c'est-à-dire d'être dans cette relation où c'est sa conscience et son esprit qui se construit et qui se projette dans les objets, et non pas un objet qui cherche à le capter, à l'attirer, à le sidérer et à détruire sa propre volonté. Alors vous voyez que déjà, avec tout ça, on commence à comprendre ce qui est nécessaire à un enfant. Mais on pourrait continuer, bien sûr. Il faut aussi qu'il accède à ce que nous appelons le symbolique. Le symbolique, c'est le signe. Le signe, c'est la parole, bien sûr. Le signe, c'est aussi le geste. Le signe, c'est aussi le signe que représentent des objets qu'il va rencontrer. Le signe, c'est aussi la capacité à comprendre des consignes, qui sont des signes, mais des signes donnés à plusieurs personnes en même temps pour effectuer un certain nombre d'activités. L'accès au symbolique est fondamental pour l'enfant et on sait à quel point cela peut passer, doit passer, par toute une série d'activités. Parmi ces activités, il y a bien sûr toutes celles dont nous venons de parler, mais il y a aussi le théâtre, la créativité, la rencontre avec ces moments un peu particuliers, ces moments fabuleux où l'enfant va découvrir le monde à travers des symboles qui le représentent. Le symbolique, je le dis parfois sous cette forme-là, c'est le contraire de l'obscène. L'obscène, moi je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps quand je suis allé au Futuroscope à Poitiers. Au Futuroscope à Poitiers, j'ai assisté à une séance de cinéma où on me proposait de descendre un rapide canadien. Alors je me suis assis dans une salle de cinéma où il y avait des écrans tout autour de moi, j'étais entouré d'écrans. Il y avait un son surround avec des haut-parleurs extrêmement forts. Mon siège était monté sur vérin hydraulique, donc il bougeait au fur et à mesure que sur l'écran on voyait la barque bouger. Je recevais des gouttes d'eau, puisqu'on m'envoyait des petites gouttelettes d'eau pour me donner le sentiment que j'étais vraiment dans cette barque qui descendait de rapide. Voilà, ça c'est pas le symbolique, c'est l'obscène, c'est le surcroît des faits. Le symbolique, c'est quand dans le no japonais, pour dire l'orage, on lève un petit doigt. Voilà. C'est l'économie de sens, ou plus exactement l'économie d'objets pour le maximum de sens. Voilà. Et l'enfant, il a besoin d'accéder au symbolique, il a besoin de comprendre ce que veut dire tendre la main, mais aussi ce que veut dire un mot. Il a besoin d'accéder très tôt, et on sait que ça va être déterminant pour lui, à des distinctions fondamentales. Par exemple, j'ai mené une recherche il n'y a pas très longtemps
sur la distinction chez les enfants de la gentillesse et de la politesse. Eh bien oui, ça c'est accéder au symbolique. Parce que distinguer la gentillesse et la politesse, c'est rentrer dans la pensée. On peut être poli, on n'est pas obligé d'être gentil. Hein? Voilà. Et distinguer l'un et l'autre, pour un enfant, c'est quelque chose de très important. Parce que la gentillesse renvoie à un rapport d'affectivité, la politesse à un rapport de respect de l'autre, même si on ne l'aime pas, même si on n'a pas d'affection pour lui. Et on sait que rentrer dans cet usage un peu fin du langage, ça va aider miraculeusement l'enfant à comprendre le monde et à se construire. Alors, malheureusement, l'apprentissage du langage n'est pas équitablement réparti dans le champ social. À 5 ans, nous avons des enquêtes qui nous montrent en France qu'un élève peut arriver à l'école, 5-6 ans, je crois que c'est 6 ans ici, avec 600 mots, il maîtrise 600 mots, et dans d'autres cas, il maîtrise 5000 mots. Alors vous imaginez bien qu'entre celui qui maîtrise 600 mots et celui qui maîtrise 5000 mots, l'égalité des chances à l'école n'est pas complètement et exactement établie. Et c'est là où nous en venons à cette importance de l'accueil dans la petite enfance, bien sûr. Cette importance de ce que j'appellerais la fonction culturelle de l'accueil de la petite enfance, de ce que nous appelons les crèches chez nous. Fonction culturelle, c'est pas simplement de la garderie que l'on fait dans une petite enfance, c'est l'introduction dans la culture, dans le langage, dans le symbolique, dans un univers qui permet de penser et qui va permettre à cet enfant d'accéder à une pensée qui le rendra libre. L'attention conjointe, l'attention linéaire, le symbolique, le sens. Le sens, c'est fondamental pour l'enfant et oui, il va falloir qu'il découvre comment ce qu'il vit le relie aux autres. Alors pourquoi il faut continuer à raconter le Petit Poucet aux enfants? Alors je dis le Petit Poucet, ça pourrait être n'importe quelle autre histoire, et il y a des livres de littérature de jeunesse absolument formidables aujourd'hui. Parce que tous les enfants ont peur d'être abandonnés par leurs parents. Ça fait partie des invariants anthropologiques. Alors bien sûr, la maîtresse ou l'animateur, l'animatrice pourrait, à 15h30, commencer à dire aux enfants « Vous n'avez pas peur que votre maman ne vienne pas vous chercher aujourd'hui, là ?» Hein? Mais non, ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est leur lire une histoire. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, ils vont découvrir que ce qu'ils ressentent, d'autres l'ont ressenti. Que leur peur, elle est partagée par celui qui a écrit l'histoire et par tous ceux qui reçoivent l'histoire avec lui. Et il va y avoir une sorte de métabolisme, de transformation par l'enfant à travers cette culture, à travers cette histoire. Il va se relier aux autres et ce qu'il ressent au plus profond de lui-même, eh bien, participera à une forme d'accès à l'universalité et le reliera à ses camarades et en même temps à l'histoire des humains. Et cela, c'est vraiment extraordinaire. Construire du sens, bien sûr, et puis trouver du plaisir dans l'intelligence des choses. Ça, c'est fondamental pour l'enfant. Passer de la sidération, et Dieu sait qu'il y a des gens qui veulent sidérer les enfants, les publicitaires en particulier, tous ceux qui manipulent les slogans, hein, et qui veulent leur faire acheter tous les produits possibles et imaginables, tous ceux qui utilisent cette sidération et à laquelle il faut substituer une véritable compréhension à profondeur des choses. Et ce n'est pas facile pour un enfant de passer de la sidération à la compréhension, de passer aussi du désir de savoir au désir d'apprendre. Tous les enfants veulent savoir. Hein. Ils veulent savoir des tas de choses, ils veulent savoir d'où ils viennent, ils veulent savoir qui ils sont, ils veulent savoir la famille, qu'est-ce que c'est, le monde, qu'est-ce que c'est. Mais ce n'est pas le désir de savoir qui les construit comme sujet, c'est le désir d'apprendre. Une théorie du complot, ça comble le désir de savoir. L'intelligence artificielle, ça comble le désir de savoir. J'interroge ChatGPT, il me répond. Ça y est, c'est fini, je sais. Mais si je sais, j'ai plus envie d'apprendre. C'est le vieux Socrate qui nous disait ça. Hein. Ce qu'on croit savoir empêche d'accéder à ce qu'on devrait savoir.
Et ce que nous avons à susciter chez l'enfant, ce n'est pas la satisfaction de la certitude, c'est l'inquiétude d'aller plus loin, de chercher, de comprendre, d'aller au-delà de ce qu'il croit savoir et de ce qu'on voudrait même qu'il sache. Alors vous voyez à travers quelques éléments comme ça, rapidement indiqués, vous voyez à quel point l'enfant, parce qu'il est un être complet et un être inachevé à la fois, parce qu'il doit être accompagné dans son processus de subjectivation, eh bien il a des besoins particuliers. Et ces besoins, nous sommes là, nous autres, dans la famille, dans les structures d'accueil de la petite enfance, dans le périscolaire, dans tout ce que vous encadrez ici et que le FRAGE contribue à encadrer, dans tout ce où nous pouvons l'appuyer et l'aider pour qu'il puisse grandir. Il puisse grandir. Qu'est-ce que c'est que grandir pour un enfant? C'est articulé, alors là, on va faire un tout petit peu compliqué une minute, mais vous allez voir, c'est en réalité très simple. C'est articuler la contingence et la liberté. Un enfant, c'est un être contingent. Nous sommes tous des êtres contingents. Moi, je suis né dans le sud de la France, dans les Cévennes, en 1949, il y a bien longtemps. Mes parents étaient pétainistes, je m'appelle Philippe à cause du maréchal Pétain. Je ne suis absolument pas responsable de ça. Hein, ni du lieu où je suis né, ni de l'année où je suis né, ni du prénom que je porte. C'est la contingence. Et tous nos enfants, tous les enfants sont des êtres contingents. Ils sont nés quelque part, dans un lieu, ils ne sont pas responsables de cela. La contingence, c'est ce qui nous est imposé par les circonstances. Mais grandir, c'est assumer cette contingence pour se construire une liberté. C'est articuler progressivement la possibilité de décider librement, alors que nous sommes nés, nous avons grandi dans un monde qui nous avait, entre guillemets, défini. Et ça, c'est très important et on va, dans l'éducation de l'enfant, l'accompagner pour cela. Il va falloir qu'il assume ce qui nous a fait, ce qu'il a fait, mais que progressivement, on lui laisse entendre, puis on lui dise que c'est à lui à décider de ce qu'il veut devenir. Ce qu'il est, ce qu'il a été, il n'a pas pu en décider, je n'ai pas décidé de mon prénom, mais je pourrais décider de ma vie, et c'est cela, grandir, c'est accéder progressivement à la possibilité de décider. Et c'est pour ça que dans l'éducation, dans tous les lieux qu'on évoquait tout à l'heure, la question du choix va être déterminante. On va choisir, mais pour choisir, il faut essayer. Voilà, on va choisir, on va essayer, et à partir de là, on va apprendre qu'il faut réfléchir avant de choisir, qu'il faut surseoir, qu'il faut prendre des risques parfois, mais pas trop de risques. Et cet apprentissage du choix va être absolument déterminant dans le développement de l'enfant. Grandir, c'est apprendre à faire de bons choix. Et c'est pour ça qu'il est si important que dans tous les lieux, on puisse apprendre à faire des choix. Parce que c'est comme ça qu'on va échapper à toutes les formes d'enfermement. Enfermement dans un passé, dans une essence, dans des symptômes, dans un vêtement, dans des actes. Enfermement qui essentialise la personne et le sujet et qui confond la personne avec un objet. Moi, il m'arrive d'aller dans des classes et d'entendre dire « Jules est dyslexique ». Jules est dyslexique. Moi, ça m'intéresse de savoir que Jules est dyslexique, bien sûr, parce que je vais pouvoir l'accompagner, lui proposer un accompagnement spécifique en matière de lecture, d'écriture, etc. Mais rien n'est pire que de dire Jules EST égale dyslexique. Jules ne serait qu'un dyslexique. Jules serait identifié un dyslexique, mais non, Jules, il est amoureux des mangas, il est excellent au foot, il regarde d'un œil intéressé une jeune fille de la classe. Bon. Et quand j'ai dit tout ça, je n'ai pas fini encore de définir Jules. Jules, il est bien plus que cela. Il est un être qui n'a jamais fini d'être défini et qui va se choisir sa vie tout au long de son existence. Et donc, aider quelqu'un à grandir, c'est surtout ne jamais l'enfermer. Ne jamais lui dire
tu es un méchant, tu es un cancre. Alors on ne le dit plus, tu es un cancre, heureusement. Mais parfois on pourrait avoir tendance à dire, tu es ceci, tu es un bagarreur, tu es un timide. Non, tu as des comportements timides à un moment, tu peux avoir des comportements bagarreurs, mais tu n'es pas condamné à rester un timide ou un bagarreur. Et je vais t'accompagner pour que tu puisses choisir de devenir progressivement autre chose. Ça, c'est grandir. Grandir, c'est aussi être capable de se dépasser, de faire mieux que soi-même et de progresser et de se découvrir fier d'avoir été capable de faire mieux le lendemain que ce qu'on a fait la veille. Et ça, c'est fondamental aussi dans l'accompagnement de l'enfant. Chez Korczak, il y a un cérémonial qui est le cérémonial du pari. Et je vous ai mis là un petit dialogue entre Korczak et une jeune fille de 8-9 ans qui s'appelle Paula. « Que paries-tu aujourd'hui, Paula ? Que je ferai mes devoirs de mathématiques tous les jours. » Korczak dit « Je ne suis pas sûr de pouvoir accepter. Ce serait déloyal envers toi. Que dirais-tu tous les 3 jours ?» Paula dit « On va dire 2. » Alors, qu'est-ce que c'est ça, le pari ? Le pari, c'est le moment où l'adulte et l'enfant décident de ce qui est possible, de ce qu'on peut imaginer comme possible, de ce vers quoi on va se projeter et qui va nous permettre de progresser. Ce cérémonial du pari, il est extraordinaire chez Korczak parce qu'on voit que c'est grâce à lui que l'enfant, justement, sort de l'enfermement, sort du fatalisme. Parce que quand on dit à un enfant tu es un cancre ou un feignant, on fait quelque chose qui est extrêmement grave. On fait une sorte de complot des fatalismes. Nous, en disant ça, eh bien, on s'exonère du travail qui consiste à l'aider à progresser. Et lui, d'une certaine manière, eh bien, on accepte qu'il se dise, puisque je suis un feignant, je le suis et je le demeurerai, je n'ai pas besoin de faire des efforts pour ne plus l'être. Hein. Et ça, c'est très important. C'est très important d'entendre que aider à grandir, c'est aider à se dépasser, c'est faire des paris, comme ce pari ce cérémonial du pari, chez Korczak. Alors grandir, c'est apprendre à choisir, c'est se dépasser, c'est aussi être libre. Alors qu'est-ce que c'est que la liberté ? Eh bien d'abord, la liberté, c'est apprendre à surseoir à ses pulsions. Alors, je vais vous faire un tout petit retour en arrière sur un tout petit peu de psychologie élémentaire. Avant de naître, un enfant, il est dans le ventre de sa maman, et là, il est logé, nourri, blanchi. Il n'a rien qu'il ne demande qui ne soit immédiatement satisfait. La naissance, c'est un choc, hein ? C'est une rupture. La naissance, c'est la découverte qu'on peut avoir faim et que parfois il faut attendre un petit peu avant de manger. Qu'on peut être mouillé, qu'il faut attendre un petit peu avant d'être changé. Qu'on a envie que vos parents, les parents vous prennent dans leurs bras, mais ils sont occupés, ils ont des choses à faire. Je ne sais pas, papa repasse, maman fait de l'informatique. Et donc, ils ont des tas de choses qui fait qu'ils ne sont pas disponibles forcément pour l'enfant. Et l'enfant va découvrir, en arrivant dans le monde, qu'il n'est pas le centre du monde. Eh oui. Un enfant est dans le monde, il arrive dans le monde, mais le monde continue à tourner, ses parents ont des choses à faire, ils ne sont pas toujours à sa disposition. Il va donc découvrir que naître, c'est entrer dans un univers où il y a nécessairement de la frustration. On est frustré. On ne peut pas tout avoir, tout ce qu'on veut, tout le temps. Ce n'est pas possible. La frustration, il faut l'accepter, mais ce que nous disent les pédopsychiatres, les chercheurs sur la petite enfance, c'est que pour accepter cette frustration, il faut qu'elle soit conjointe avec quelque chose qui ressemble à une promesse. Oui, tu ne peux pas tout avoir. Mais je suis là, je veille sur toi,
et je te promets que je ne t'abandonnerai pas. Je te promets même que ce à quoi je te demande de renoncer, ces petites satisfactions auxquelles tu dois renoncer actuellement, eh bien, elles sont moins importantes que les grandes satisfactions grâce auxquelles tu vas accéder. Et ça, c'est très important. Nous voyons aujourd'hui à quel point, pour beaucoup d'enfants, ce qui va être déterminant dans leur évolution, c'est l'existence de ce que nous appelons un environnement sécure. Sécure, c'est quoi? Sécure, c'est qu'il y a à la fois le renoncement à la toute-puissance. Non, tu ne peux pas faire ton caprice partout et tout le temps. Ce n'est pas possible. Mais qu'il y a aussi la promesse que ce renoncement n'est pas tourné vers la castration, vers la simple intériorisation des contraintes, mais vers des satisfactions plus grandes, vers la possibilité d'accéder à des bonheurs futurs. Nous savons aujourd'hui à quel point un enfant a besoin de cet équilibre entre la frustration et la promesse. S'il n'y a que de la frustration, l'enfant va devenir agressif. C'est la pédagogie noire, la pédagogie de la frustration. S'il n'y a que de la promesse sans frustration, c'est de la pédagogie rose. Ça va être une sorte de possibilité offerte toujours à l'enfant sans qu'à aucun moment il n'ait à renoncer à rien. C'est-à-dire qu'il va se camper dans une forme de toute puissance et devenir impossible. Et on sait bien que cet équilibre frustration-promesse, il va falloir qu'il existe dans la famille, que s'il n'a pas été construit dans la famille, il se construise progressivement dans les lieux où on va l'accueillir. La crèche, le périscolaire, toutes les activités qu'on va lui proposer doivent être des lieux où il va devoir apprendre une certaine frustration. Il ne pourra pas faire la loi partout, ce n'est pas possible. Hein? Mais cette frustration, il va y voir la promesse de satisfaction. Quelque chose qui l'amène vers des buts qui seront des buts à la fois valorisés et dans lesquels il va se retrouver plus heureux, plus épanoui que ce à quoi on lui a demandé de renoncer. Alors, pour illustrer cela, j'ai pris encore un exemple chez Kortchak. Kortchak, il avait un énorme problème avec les enfants de ses orphelinats, parce que c'était des gamins des rues, hein. C'était qu'ils se bagarraient tout le temps. Ils passaient leur vie à se bagarrer. Alors il cherche comment les empêcher de se battre. Alors il a imaginé un système au tout début qu'il appelait le système des points de bagarre. Alors chaque enfant avait par semaine 10 points de bagarre qu'il pouvait dépenser à sa guise. Et en sachant qu'il n'aura pas un point de plus. Hein. Donc on lui a enlevé 1 point pour une petite bagarre, 2 points pour une bagarre modérée, 3 points pour une grosse bagarre. Vous avez compris, on donne 10 points au début de la semaine. Il a droit donc à 10 petites bagarres, ou 5 bagarres modérées, ou 3 grosses bagarres. Alors, Kortchak explique qu'au début, ça marche bien. Parce que les chenapans, dit-il, apprennent à compter. Ils se freinent. Hein. Ils se contrôlent, ils s'efforcent de garder des points en réserve. Hein. Pas trop dépenser leurs points dès le lundi. Parce qu'ils n'ont que 10 points pour la semaine. Ils apprennent à faire quelque chose que les adultes feraient bien d'apprendre, eux aussi de leur côté, réfléchir avant de se battre. Hein. C'est pas mal d'apprendre à réfléchir avant de se battre. Hein. C'est aussi de la liberté. Alors, il va abandonner Kortchak pour une raison très simple, c'est que les enfants qui ne se battaient pas revendaient leurs points à leurs copains qui voulaient se battre. Donc, il va abandonner ce système des points de bagarre, et il va imaginer un autre système un peu plus sophistiqué, qui est le système de la boîte aux lettres. Il va dire aux gamins de l'orphelinat, à partir d'aujourd'hui, tout le monde peut taper sur n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, autant qu'il voudra. Mais à une condition, c'est de prévenir l'intéressé par écrit 24 heures à l'avance. Prévenir l'intéressé par écrit 24 heures à l'avance. Alors, il y a une révolte dans l'orphelinat parce qu'il y a des gamins qui disent « Mais moi, monsieur, je ne sais pas écrire. »
Alors Kortchak dit, mais qu'à cela ne tienne, tu ne sais pas écrire. Moi, je vais écrire, donc tu vas venir là, tu vas me dicter ta lettre. Donc je voudrais taper sur Joseph demain. Alors, ta raison, c'est quoi? Alors, des fois, le gamin, c'est pas trop, parce que quand on réfléchit à la raison de la bagarre, on ne sait pas trop la formuler. Mais il y en a quand même qui vont jusqu'au bout, parce que il m'a insulté, etc. Il a parlé de ma mère d'une manière qui n'était pas particulièrement sympathique, etc., etc. Et alors, Kortchak met en place dans l'orphelinat une boîte des bagarres. Et donc ceux qui veulent se battre doivent prévenir l'intéressé par écrit. Donc ils mettent leur lettre dans la boîte des bagarres et tous les soirs, Kortchak relève la boîte des bagarres, relève les lettres. Et à la veillée, il prend un certain nombre de lettres, il les anonyme pour pas qu'on puisse reconnaître les personnes intéressées, et il les lit devant les enfants en disant « Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors il repère une première chose, c'est que les gamins les plus critiques avec les lettres sont en général ceux qui les ont écrites. Et pour une bonne et simple raison, c'est qu'ils les connaissent, alors que les autres ne les connaissent pas. Donc ils ont eu le temps de réfléchir quand même. Et puis il s'aperçoit que, progressivement, les enfants, en discutant, comprennent que peut-être, avec un peu de réflexion, on pourrait éviter beaucoup de bagarres. Et Kortchak va même jusqu'à systématiser le système de la boîte aux lettres. Il met des boîtes aux lettres partout. Et il met un système de boîtes aux lettres tel que ceux qui veulent, par exemple, lui demander quelque chose à lui, il dit non, 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 ne me le demande pas, tu l'écris, ou tu le fais écrire par un copain, et tu mets dans la boîte aux lettres. Et il dit à quoi ça sert la boîte aux lettres? La boîte aux lettres sert en elle-même d'enseignement aux enfants. Ils apprennent grâce à elle à attendre une réponse au lieu de l'exiger sur le champ et à n'importe quel moment. Attendre une réponse au lieu de l'exiger sur le champ. C'est pas bien ça? C'est important. À faire la part des choses, à distinguer parmi leurs vœux, leurs peines, leurs doutes, ce qui est important et ce qui l'est moins. Écrire une lettre suppose une décision préalable. Il n'est pas rare, note d'ailleurs Kortchak, que l'enfant veuille retirer la lettre qu'il a glissée dans la boîte. Qu'est-ce qu'il apprend aussi? À réfléchir, à motiver une action, une décision, à avoir de la volonté. Écris-le, tu pourras mettre ton mot dans la boîte. Je ne sais pas écrire, alors fais-toi aider par quelqu'un qui sait. Certains éducateurs, dit Kortchak, m'ont fait le reproche. N'était-il pas trop officiel ce moyen de communication avec les enfants? Or, je peux l'affirmer, la boîte aux lettres non seulement ne gêne pas la communication orale, mais tout au contraire, elle la facilite. Elle fait gagner du temps à l'éducateur qui peut ainsi consacrer une partie de sa journée aux enfants qui ont besoin d'un long entretien confidentiel et affectueux. C'est grâce à la boîte aux lettres que de tels moments ont pu être gagnés. Alors, on pourrait bien sûr discuter de la pertinence de ça. C'est pas du tout sûr qu'il faille mettre des boîtes aux lettres partout dans tous les lieux où on accueille des enfants. Mais c'est l'idée qui est importante. L'idée, c'est tu réfléchis. 1 minute, on réfléchit. C'est le passage essentiel pour construire la liberté du réflexe à la réflexivité, du réflexe à la réflexion, de la pulsion, pop, j'ai envie, je veux, j'ai droit, à je réfléchis, je m'interroge, j'en parle aux copains, j'en parle éventuellement à un adulte, je me renseigne, et tout ça, ça fait son chemin dans ma tête. Et au fond, je prendrai une décision qui sera une véritable décision libre parce qu'elle sera informée. Parce que, mes amis, la liberté, ce n'est pas la spontanéité. Non. Un enfant, c'est une éponge. Hein. Tout ce qu'il reçoit, la pub, les copains, les parents, les animateurs, les profs, tout ça, ça rentre. Et puis, ça ressort. Et ça ne vient pas de lui. Pour que ça vienne de lui, il faut qu'il réfléchisse, qu'il pense. Et pour qu'il pense, il faut qu'il sursoie à l'acte, qu'il apprenne à attendre un peu. On attend un peu. La décélération dont parlait le collègue tout à l'heure et qui est évidemment fondamentale dans l'éducation de nos enfants.
Alors voilà, ça c'était pour qu'est-ce que la liberté. Mais cette liberté, il faut la nourrir, dit Korczak. Il faut la nourrir. Alors là, une phrase que moi-même j'ai découverte assez tard, mais qui m'a beaucoup fait réfléchir, d'un psychologue russe qui s'appelle Léontiev. Léontiev écrit « Tant que le besoin n'a pas été satisfait une première fois, il ne connaît pas son objet. » Tant que le besoin n'a pas été satisfait une première fois, il ne connaît pas son objet. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant ne peut pas savoir, si on ne lui a pas fait découvrir, la satisfaction qu'il aura à faire de la musique, de la pâte à modeler, de l'aéromodélisme, à réfléchir avec des copains, à participer à un atelier philo, etc. Tant que le besoin n'a pas été satisfait une première fois, il ne connaît pas son objet. Ça veut dire que l'objectif de l'éducation, ce n'est pas simplement d'offrir des activités en disant « tu choisis », c'est de faire l'expérience de ces activités pour que l'enfant puisse éprouver à travers ces expériences ce que ces activités peuvent lui apporter. C'est pour ça que dans tous ces lieux que vous animez, il faut, je crois, passer, chaque fois que c'est possible, d'une pédagogie de l'offre à une pédagogie de la découverte. La pédagogie de l'offre, c'est une pédagogie qui consiste à dire « voilà, je vous propose des choses, choisissez ». Non. Aucun enfant ne choisira de faire de la musique tant qu'il n'a pas découvert et compris le plaisir qu'il y a à faire de la musique. Tant que le besoin n'a pas été satisfait une première fois, il ne connaît pas son objet. Nous avons donc besoin de l'aider à découvrir, de lui offrir des mots, des images, des pensées, des expériences, de lui permettre d'accéder à une multitude de choses qui vont enrichir sa palette personnelle et lui permettre de se réaliser au fur et à mesure. Il le fera dans une institution parce qu'il n'y a pas d'éducation dans le vide. La famille est une institution, le centre social est une institution, la crèche est une institution. Une institution, c'est un lieu où on va rencontrer des gens. On va aussi rencontrer des contraintes, parce que dans une institution, il y a des règles. Et ces règles, bizarrement, permettent d'être libre. Eh oui, il va falloir que l'enfant découvre qu'il y a des règles qui permettent d'être libre. C'est compliqué comme découverte. C'est une découverte qui va mettre du temps. Il y a même des enfants qui ne vont jamais réussir. Il y a des adultes qui n'ont pas encore compris que les règles permettaient d'être libres. Que les interdits autorisent, que si on interdit de passer au feu rouge, c'est pour autoriser ceux qui passent en face. C'est pas pour embêter ceux qui s'arrêtent au feu rouge. Oui, il va falloir découvrir cela dans une institution, et il va falloir que l'institution soit porteuse de cela. Qu'elle promeuve des contraintes. Oui, moi je crois qu'il n'y a pas d'éducation sans contraintes, mais à condition que ces contraintes ne visent pas la normalisation, mais vise ce que nous appelons la normativité. Il y a une grande différence entre la normalisation et la normativité. Normaliser, c'est tout le monde pareil. Georges Canguilhem, biologiste, philosophe, épistémologue, disait « La normalisation, c'est le cancer. Toutes les cellules sont identiques, on meurt. » Quand toutes les cellules sont identiques, on meurt. Il y a des institutions où on veut que tous les gens soient pareils. Elles meurent. Les gens meurent. C'est des institutions vouées à la mort. La normalisation, c'est de la mort. En revanche, ce dont nous avons besoin dans toutes les institutions, c'est de la normativité. La normativité, c'est les règles nécessaires à l'activité que nous faisons ensemble. Et ce qui est fondamental pour l'enfant, c'est de découvrir que les règles qu'on lui impose, ce n'est pas des caprices de l'adulte. C'est parce que l'activité que l'on fait ensemble impose qu'il y ait des règles. Alors, je sais bien, vous allez me dire, mais tout petit, il ne va pas comprendre. Non, il ne va pas comprendre. Mais il faut quand même lui expliquer. Parce que, mes amis, je vais vous dire un secret. Si nous attendions que les enfants sachent parler pour leur parler, ils ne parleraient jamais.
Et c'est pareil dans tous les domaines. C'est pareil dans tous les domaines. Et donc, c'est à nous d'anticiper les choses. Aider un enfant à être libre, l'accueillir dans une institution, c'est anticiper en quelque sorte son intelligence. Korczak avait mis en place dans ses orphelinats une multitude d'institutions. La plus célèbre, c'était le tribunal. Alors, tribunal, c'était très compliqué chez Korczak. Tribunal, c'est une instance qui réunit une fois par semaine. Alors, pas le vendredi après-midi, le lundi matin. Le vendredi après-midi, tout le monde n'a qu'une envie, c'est de partir jouer. Et il faut faire ça parce que c'est très important quand on arrive et qu'on est bien reposé. Bon. Alors le tribunal, eh bien, toute la semaine, il y a une boîte aux lettres, la boîte du tribunal, et tous ceux qui veulent attaquer quelqu'un au tribunal peuvent faire leur petite bafouille en expliquant, voilà, je suis mécontent parce que ceci, parce que cela, parce qu'autre chose, je demande que machin soit puni. Le lundi matin, on tire au sort 3 juges parmi l'ensemble des élèves, des orphelins. 3 juges qui sont tirés au sort à condition qu'ils ne soient pas impliqués dans des affaires. Donc, Korczak va regarder ça. Et ces 3 juges vont disposer d'un code civil qui a été rédigé par Korczak, qui comporte 1000 articles qu'il faut examiner dans l'ordre. En général, on s'arrête au 3 ou au 4e. 1000 articles qui commencent par la plainte n'a pas de raison d'être parce que le fait n'a pas eu lieu. Bon, donc à ce moment-là, on arrête. Bon. Et l'article 1000, c'est il est coupable de tout sans excuse ni circonstance atténuante, il est donc exclu. Mais jamais ils ne sont arrivés à l'article numéro 1000, évidemment. Et alors vous me direz, l'adulte, il est où là-dedans ? L'adulte, c'est Korczak lui-même, et il occupe un rôle absolument fondamental dans le tribunal, il est le greffier. C'est-à-dire qu'il a un grand livre, et que quand les enfants prennent la parole, il écrit tout ce qu'ils disent. Et vous ne vous rendez pas compte à quel point ça leur met la pression. Parce que quand vous avez l'adulte qui est là, et qui écrit tout ce que vous disiez, ou tout ce que vous dites, et que ce grand livre-là, tout le monde va pouvoir le consulter, ce qui est écrit, ça reste, eh bien, on ne dit plus n'importe quoi. Et vous voyez là quelque chose d'important, la seule présence de l'adulte qui écrit, c'est une invitation à se dépasser, à ne pas dire n'importe quoi. Et le tribunal de Korczak marche très bien. Il marche très bien, bien sûr, dans des conditions particulières qu'il ne faut pas reproduire à l'identique, mais dont il faut s'inspirer. Une institution est là pour incarner une valeur. Le tribunal chez Korczak incarne la valeur de justice. Elle est construite selon des principes. Au tribunal, c'était le code pénal qu'avait écrit Korczak. Elle fonctionne selon des règles, bien sûr. Elle dispose de rituels. Et ça, c'est très important, les rituels. Les enfants ont besoin de rituels. D'ailleurs, les humains ont tous besoin de rituels. Vous savez, pendant longtemps, les anthropologues ont cru que ce qui constituait la spécificité de l'Homo sapiens sapiens, c'était le langage. Puis on s'est aperçu que les corbeaux parlaient, et pas la même langue aux États-Unis et chez nous. On le sait parce que sur les aéroports, on a des sifflets pour éloigner les corbeaux et ce n'est pas les mêmes sons qu'on utilise selon le continent. Donc ils parlent des langues différentes, les corbeaux. Donc on a dit non, les humains, ce n'est pas le monopole du langage. Alors on a dit c'est les outils. Puis on s'est aperçu que les grands singes utilisaient des outils. Vous vous souvenez, 2001, Odyssée de l'espace, le début, là, avec les outils. Aujourd'hui, les anthropologues, quand on leur demande qu'est-ce qui fait l'apparition de l'humain dans ce qu'il a de plus humain, ils vous disent c'est le rituel. Et en particulier un rituel, le rituel funéraire. Parce que vous le savez, 80% des monuments de la planète sont des monuments funéraires. Ça va des pyramides d'Égypte, aux tombeaux de ceci, à cela, aux Incas et partout. Le rituel funéraire, nous disent les anthropologues, c'est le moment où les humains
se disent le corps d'un humain, c'est pas de la viande. C'est quelque chose qui a été habité. Et ce corps qui a été habité, je dois lui rendre un honneur particulier. Je ne peux pas faire comme si c'était un vulgaire objet. Et va se constituer ces premiers rituels funéraires, et les anthropologues nous disent très vite il va y avoir d'autres rituels, les rituels religieux, les rituels judiciaires, les rituels scolaires, les rituels du spectacle, rituels du théâtre dont on parlait tout à l'heure. Et une institution va devoir construire ces rituels. Et souvent, on ne prend pas suffisamment le temps de réfléchir aux bons rituels. On prend les rituels habituels, ils mettent leurs pantoufles ou d'autres rituels. On ne se demande pas suffisamment si le rituel que l'on met en œuvre va introduire réellement l'enfant dans l'activité dans laquelle on le veut qu'il s'investisse. Or, c'est très important. Je vais vous dire une banalité extraordinaire, mais globalement, un enfant, un adolescent, mais aussi un adulte, c'est spontanément, quand il rentre sur un tatami de judo, que ce qu'on attend de lui n'est pas la même chose que quand il rentre dans une boîte de nuit. Il sait spontanément que quand il rentre dans un opéra, c'est pas la même chose qu'on attend de lui que quand il rentre dans un restaurant. Parce que ces lieux sont des lieux profondément ritualisés. Les lieux éducatifs le sont-ils suffisamment? Est-ce que le cadre, l'environnement sont suffisamment porteurs des attentes de ce qu'on va devoir faire à l'intérieur? C'est une vraie question et c'est une question très importante, bien sûr, pour permettre à nos enfants de grandir et de se développer. Je continue rapidement. Dans une institution, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on apprend à agir et à parler en tant que. Je raconte souvent cette histoire qui m'a beaucoup frappé. Un jour, je rentre dans une école maternelle, comme on dit chez nous, en moyenne section, c'est donc une enfant de 4 ans et demi, 5 ans, une petite fille qui court me dire « Monsieur, je suis super contente, parce que depuis ce matin, je peux gronder les grands. » Je dis « alors ça, c'est une sacrée nouvelle, explique-moi pourquoi tu peux gronder les grands. » Elle me dit « Parce que je suis responsable du bocal à poisson rouge. Depuis aujourd'hui, je suis responsable du bocal à poisson rouge. Et s'il y a des grands qui mettent des saletés dans le bocal à poisson rouge, j'ai le droit de les gronder. » Cette petite fille a tout compris. Elle a tout compris. Elle peut faire de la politique, parce qu'elle a compris la distinction entre l'autorité et le pouvoir. Elle sait que la véritable autorité, elle ne s'exerce qu'au nom d'une responsabilité. Elle est responsable, donc elle a autorité. L'autorité légitime, c'est celle qui est corrélée à une responsabilité. Et dans une institution, je vais vous dire un secret, un deuxième secret, ça ne marche que si chacun se sent responsable de quelque chose. Très tôt. Le plus tôt possible, être responsable de quelque chose. Parce que quand on est responsable de quelque chose, on est chez soi. On habite. Quand on est responsable de rien, on n'est pas chez soi. On n'habite pas. On n'est pas là. On est ailleurs. On campe là, on vient passer quelques heures ou quelques jours, mais on n'est pas chez soi réellement. Oui, une institution, c'est un espace-temps où on apprend à parler et à agir en tant que, on a un rôle, on exerce une responsabilité, on est impliqué dans un projet, on s'engage à effectuer des tâches, on est membre d'un collectif, et à cela, on participe à l'humaine condition. Alors oui, il faut tout cela, bien sûr, il faut tout cela parce que cela va permettre profondément à l'enfant d'accéder à cette réalité subjective qui va faire de lui un être à part entière. Alors on va finir rapidement, puisque je vois que l'heure tourne. On s'est dit, qu'est-ce qu'un enfant? On a abouti à qu'est-ce qu'une institution? Alors qu'est-ce que c'est que l'éducation, au fond?
Si on résume, l'éducation, c'est une relation nécessaire. Il n'y a pas d'exemple d'être humain qui ait pu grandir sans être éduqué. Asymétrique, parce que, bah oui, il y a un adulte et il y a des enfants. On n'est pas tout à fait au même niveau. Hein. Provisoire, bah oui, parce que l'enfant, il va devenir adulte à son tour et on ne va pas passer sa vie à l'éduquer. Et cette relation, elle vise à l'émergence d'un sujet, d'une personne qui va pouvoir dire « je m'engage, je prends des responsabilités, je suis responsable ». Ça, c'est fondamental. Alors, elle ne va pas seulement faire ça, bien sûr, mais c'est un des objectifs majeurs de cette éducation. Et dans cette éducation, l'adulte, tout à la fois, postule l'éducabilité et la liberté de l'autre. L'éducabilité, tout être est éducable. Je ne peux jamais désespérer de quiconque. Bien sûr, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas à prendre la proportionnalité, il n'arrive pas à aller sur le pot, il n'arrive pas ceci, il n'arrive pas cela. Mais c'est de la faute à qui? Je ne sais pas. Je ne sais pas et je ne sais surtout pas si j'ai épuisé tous les moyens pour qu'il y arrive. Et même je ne saurai jamais si j'ai épuisé tous les moyens pour qu'il y arrive. Donc je dois faire le pari que j'ai encore des moyens à mettre en œuvre, à inventer, que j'ai encore une réflexion à mener, seul avec mes collègues, avec d'autres, pour chercher des moyens pour l'aider à avancer et à réussir. C'est la liberté, c'est l'éducabilité de chacun. Mais les êtres humains ne sont pas des objets. Ce sont des êtres dont je dois susciter l'engagement. Si l'éducation, c'était manipuler des marionnettes, eh ben, quand il n'y a plus de manipulateurs de marionnettes, la marionnette, elle s'effondre. C'est pas manipuler une marionnette éduquée, c'est permettre au Pinocchio, la marionnette Pinocchio, de devenir un vrai petit garçon, comme dans l'histoire de Collodi. Alors oui, l'éducation, c'est ne jamais désespérer de quiconque. Ne jamais désespérer de quiconque, mais c'est aussi comprendre qu'on ne peut pas apprendre ni grandir à la place d'un enfant. Et voilà. On ne peut pas apprendre à sa place et on ne peut pas grandir à sa place. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout faire, comme dit Jean-Jacques Rousseau, pour que l'autre se fasse. Voilà ce que c'est que l'éducation. C'est tout faire pour que l'autre se fasse. Rousseau dit « jeune instituteur ». Et dans l'Émile de Rousseau, l'instituteur, c'est celui qui institue l'humanité dans l'homme. Celui qui permet à l'humain de se révéler dans chacun d'entre nous. Jeune instituteur, je vous prêche un art difficile, c'est de tout faire en ne faisant rien. Tout faire, recueillir des ressources, mettre en place des espaces, organiser des activités, tout ça, je vais le faire et vous savez le faire, mais en ne faisant rien parce que je ne peux pas agir directement sur la liberté de l'autre, je ne peux pas faire à sa place, je dois le mettre en situation d'agir par lui-même. Par lui-même. C'est fondamental et important. Les enfants peuvent être sages, s'ils sont sages simplement parce qu'ils sont obéissants, ou dociles, ou sous influence, ou sous emprise, ils ne sont pas éduqués. L'enfant éduqué n'est pas l'enfant obéissant, c'est l'enfant qui a décidé d'obéir, ce qui est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'il peut décider aussi de désobéir et qu'il peut décider par lui-même de faire sa vie, de chercher, de comprendre, d'aller de par le monde, de comprendre ce monde et de s'impliquer dans ce monde. Alors si on dit que c'est ça l'éducation, qu'est-ce qu'un éducateur? Ce sera ma conclusion. C'est nous, des adultes, à la fois solides et fragiles. On est solide, on doit être solide, mais on sait qu'on est aussi un peu fragile. Et que parce qu'on est fragile, on a besoin des autres, on a besoin d'une équipe dans laquelle s'impliquer. C'est nous qui nous mettons sans cesse en question, et en question parce qu'à l'écoute des enfants. Pour conclure, encore un extrait de Kortchak. Vous dites, dit Kortchak, c'est épuisant de s'occuper des enfants. Vous avez raison. C'est épuisant de s'occuper des enfants. Vous ajoutez, c'est épuisant parce que nous devons
nous mettre à leur niveau, nous baisser, nous pencher, nous courber, nous rapetisser. Là, vous vous trompez, dit Kortchak. Ce n'est pas tant cela qui fatigue le plus que le fait d'être obligé de nous élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments, de nous élever, de nous étirer, de nous mettre sur la pointe des pieds, de nous tendre pour ne pas les blesser et pour être à la hauteur des éducateurs que nous devons incarner pour lui. Voilà, un éducateur, c'est bien cela. C'est un être fragile et solide, solide et fragile, qui est à l'écoute de l'enfance, pas de l'infantile de l'enfance. L'infantile, c'est pas l'enfance, hein. L'infantile, c'est la pub, c'est fais ton caprice, ça fait marcher le commerce. L'enfance, c'est j'apprends à choisir, j'apprends à décider, j'apprends à me relier aux autres, j'apprends à être moi dans un groupe solidaire, et c'est ainsi que je grandis. Voilà, je vais m'arrêter là pour ces quelques propos. On va passer au temps du dialogue et du débat. Donc, merci de votre attention et la parole est à vous.